Il a 11 ans, c'est un garçon de notre siècle. Il veut connaître. Ce qui le passionne, ce sont les secrets de la nature. Il cherche, il ne rêve que larves et métamorphoses. Il y consacre tous ses loisirs. Son problème, sa question à lui ce jour-là, c'est de savoir si les libellules mangent des escargots. Ils ont tous leurs problèmes, leurs questions. On a peine à imaginer quels sont leurs intérêts. La vie actuelle les entraîne, ils sont plus réceptifs que leurs aînés. Le grand déferlement de l'information, les journaux, les revues, la télévision les touchent en plein. Il n'y a plus grand-chose qu'on puisse leur cacher. Ils vivent en direct la grande aventure de l'espace. La télévision leur apprend à penser à l'échelle de la planète. Ils connaissent l'unité du monde, la grandeur et la faiblesse des hommes, leurs problèmes et leurs déchirements. Ils ont vu les typhons, la guerre en Asie. Ils s'interrogent. Où, comment, pourquoi? Peut-on ne pas leur répondre? Écoutez leurs questions, celles qu'ils se posent d'eux-mêmes. Combien de pattes a vraiment un mille-pattes? D'où vient le cancer? Comment sait-on l'âge des hiéroglyphes? Qu'est-ce que c'est que le napalm? Comment fait-on un disque? Comment se fait-il que l'eau soit incolore? À quelle vitesse une fusée doit-elle aller pour quitter la Terre? Quelle différence y a-t-il entre l'opium et l'héroïne? En quelle année est mort Galilée? Comment commence un nid de guêpe? Pourquoi le ciel est-il bleu? Est-ce que les couleurs existent? Qu'est-ce que la vitesse? Si une bombe atomique explosait en Amérique, la radioactivité nous atteindrait-elle? Où est la nébuleuse d'Andromède? Pourquoi a-t-on un cœur en deux parties? Pourquoi y a-t-il du vent sur la Terre? On ne peut plus l'ignorer, leur univers aujourd'hui, c'est ce fourmillement de questions. On dit que trop de choses les tiraillent en tous sens. C'est vrai sans doute, mais l'énergie même de leur curiosité, ne peut-on la capter, l'utiliser? De qui peuvent-ils espérer les réponses, sinon de leurs parents et surtout de l'école? Et l'école va-t-elle les séparer de la vie? Ou peut-elle s'organiser pour utiliser leur soif naturelle d'apprendre, leur capacité d'enthousiasme, pour remplacer l'agressivité et la dispersion par la connaissance? Rien n'est exaltant comme un chantier, disait Freinet, surtout si l'on y bâtit des hommes. Notre école, aujourd'hui, est un de ces chantiers. Entrons dans leur classe avec eux à la première heure du matin. Quelques minutes d'abord pour se retrouver tous ensemble. L'atmosphère de leur travail, c'est eux qui la créent. Ils ont choisi, spontanément, pour ouvrir la journée, cette musique d'Albinoni. Plusieurs élèves ont rédigé chez eux un texte libre, né de leur imagination, présenté ici sans retouche. Un accident. Il y a quelques semaines, j'allais accompagner Amoruso à ses leçons de piano quand je voulus lui montrer que je sais aller à vélo en fermant les yeux. Alors je quittai la lumière du jour pour pénétrer dans les ténèbres des yeux fermés. Ça allait très bien, mais je me rapprochais du bord de la route et tout à coup, crac boum badaboum. J'avais accroché le trottoir avec ma pédale droite et j'étais tombée sans aucun mal. Pas mal du tout. L'enfant noir et la rose rouge. Devant ma maison, un enfant noir jouait. De ses mains encore fragiles, il cueillait les brins d'herbe. Il était beau, j'aurais voulu qu'il soit mon frère. Je descendis de mon jardin et courus vers un rosier. Je choisis la rose la plus rouge et, une à une, enlevai les épines. J'allai vers l'enfant et, souriante, lui tendis la fleur. Le bambin regarda d'abord avec étonnement, puis prit la rose dans ses doigts frêles. Il la respira et voulut la goûter, puis il la regarda émerveillé. Cette rose était née pour un enfant noir. Le violon. Sur le trottoir d'une rue étroite où se serrent les maisons d'autrefois, un pauvre violoniste joue un air triste et sombre qui rappelle les soirs froids de l'hiver. Le violon pleure à chaudes larmes sur le pavé usé. Sa vie est monotone, sans sourire et sans joie. Le vieil homme gratte avec indifférence sur ses cordes qui, lasses et enrouées, se reposeront bientôt d'avoir vibré dans les rues et dans les cours. C'est très joli, c'est très poétique. Marie-Claire veut te lire. Le coucher du soleil sur l'océan. Le soir tombe, la nuit avance doucement sur l'océan. L'océan respire lentement, lentement, comme une grosse bête endormie. Les bateaux s'éloignent de plus en plus en laissant derrière eux une traînée multicolore.
Le soleil s'enfonce dans les flots où ses reflets jaunes et rouges se regardent comme dans un miroir doré. Que ce coucher était joli. Très bien, bravo. Tu peux t'asseoir. Matelot, toi qui viens d'arriver, pose ton baluchon et viens te joindre à nous. Matelot, toi qui brique le pont, viens te joindre à nous. Matelot, toi qui reprise le filet, viens te joindre à nous. Matelot, toi qui travaille dur, viens te joindre à nous. Matelot. Très bien. Y a-t-il un autre? Allez, André, à toi. Une fourmi. Trotte, 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 petite fourmi. Saute, hop là, te voilà par terre. T'es-tu fait mal? Oh, je ne pense pas, car tu te relèves et tu reprends ta petite course. Voilà, monte sur mon doigt. Ouh là là, tu te crois dans une forêt de poils? Que tu es jolie, petite fourmi. Je te laisse continuer ta course folle. Très bien. Alors nous allons voter pour savoir quelle composition on va imprimer. Qui vote pour l'enfant noir? Une voix. Qui vote pour les chants? Oh oh. 0. Qui vote pour Si j'étais? 1, 2, 3 voix. Qui vote pour une fourmi? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense que c'est celui-là qu'on va choisir et imprimer. Qui vote pour le violon? Une voix. Le coucher? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. Le matelot? Une voix. Joli ce matelot. L'accident? Personne. Bon, alors je pense que c'est une fourmi d'André. Nous allons travailler à imprimer. Guidés par leur maître, ils corrigent et analysent eux-mêmes leur texte. Qu'est-ce que c'est que je dans cette phrase simple? Allez, Jackie? Qu'est-ce qui ne pense pas? Je sujet. Très bien. Phrase 6. Tu te relèves. Qu'est-ce que c'est que le te? La fonction de te, tu te relèves. Mathias? Tu te relèves qui? Non. Tu relèves qui? Tu relèves qui? Te? Alors? Complément direct. Très bien, comment dire? Phrase 7. Tu reprends ta petite course. Qu'est-ce que ta petite course? Direct. Tu reprends quoi? Ta petite course, complément direct? Très bien. Mon phrase 9. Monte sur mon doigt. Phrase. Monte où? Sur mon doigt, complément de lieu? Très bien. Et pour finir, je te laisse continuer ta course folle. Qu'est-ce que ta course folle? Ils Paléo? Complément direct, je Pourquoi? te laisse continuer quoi? Ta course folle? Bon. Ce texte, élu, corrigé, n'est pas un exercice pour rien. Tous ensemble, ils le reprennent, lettre par lettre, ligne par ligne. Ils se font typographes, car ils composent un vrai journal qu'ils échangeront avec celui d'autres classes. Confrontation, comparaison, échange, ils apprennent à connaître les autres, à sortir d'eux-mêmes. Chaque enfant a fait son planning de la semaine. Il a un travail bien précis, différent de celui de son voisin. Chacun travaille à sa vitesse. L'élan ne freine pas les rapides. Les leçons ne sont plus collectives, mais individuelles. L'école ici est sur mesure. Les enfants se sont unis eux-mêmes en groupe, où l'effort aide les plus faibles, où l'entraide remplace la tricherie. Cette organisation très souple ne les empêche nullement de remplir le programme imposé à toutes les classes. Le programme est un contrat qu'ils doivent honorer, et même ils en font plus. Oui, comment une de ces parties, c'est un dixième. On va savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un neuvième. Dans 3 neuvièmes. Bon, ensuite, comment tu as passé au 180? J'ai fait 180 moins 180 divisé par 9. Par 9 pour avoir la valeur d'un petit neuvième. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, j'ai multiplié Par combien? par 5, Par 5. Alors, tu t'aurais trouvé 20. Le maître conduit l'enfant à se guider et se contrôler lui-même. 50 cm. Alors, par conséquent, c'est pas exact. Tu vois? 1, regarde. Je vais te noter ça. 1, petit machin là. Okay? Un espace représente 20 cm. Puisque tu en as 9 et que ça fait un 80. Alors, si tu sautes 3 espaces, ça ne peut pas faire 40 cm. Tu y es? Oui. Tu as compris? Alors tu vas, s'il te plaît, me la refaire, bien juste, etc. Tu y es? Ça, cette partie, c'est pas un machin, ça s'appelle un espace. D'accord? Bon, alors tu vas tranquillement à ta place.
Très bien. L'intérêt fait disparaître le chahut, la responsabilité facilite la concentration. Est-ce que c'était trop facile ou pas? Tu veux encore une même? Voilà. Écoute, c'est le même genre, et tu me fais le plaisir d'écrire encore mieux. Hein? Tu travailles sérieux, précis. Dans l'aquarium, il y a des bébés Les bébés libellus? Bon, il va me montrer. Toi qui es spécialiste, viens avec moi. Une question à l'improviste, c'est l'occasion de capter la vie et toute la classe s'y associe. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des bébés parce que c'est transparent. Ce grand machin là? C'est un tétard. Mais c'est un tétard de crapaud. On dirait que c'est des bébés parce que c'est gros. Ah non, t'avais jamais vu des tétards si gros? Non, ça c'est des tétards de crapaud. C'est pas des... Toi là, on en mange. Comment ça serait un bébé libellule? Un bébé minuscule. Si c'est un tout petit bébé, on ne verrait pas l'œil nu. C'est plus petit qu'un grain de riz? Oui. Comment tu sais tout ça? J'ai vu au microscope. T'as vu au microscope? Oui. Formidable. Bon, alors tu vois, tu y es, ça c'est un... C'est un tétard de crapaud. Les grenouilles, ça serait quelle couleur? Ça serait... Noir. Ça serait noir, d'accord. Bon, ben on retourne à notre travail. Dans leur texte, les enfants ont exprimé librement leurs intérêts. Ils perfectionnent individuellement leur technique de travail, ils y sont stimulés. Il faut que leur orthographe soit bonne s'ils veulent que leur journal soit un succès et se vende. Pour le calcul, ils préparent un brevet, un petit diplôme qui couronne leur effort. Cette stimulation, c'est une idée de Freinet. Il l'a créée il y a 40 ans dans son école de Vence. En place, mademoiselle. D'orthographe. Bon, tu... Tirer le journal fait du bruit. Une équipe de volontaires le fera après l'heure, pendant la récréation s'il pleut. Ils créent ainsi leur journal. Chaque mois, 10 000 journaux semblables circulent déjà en France. Ils l'ont appelé le jet d'eau et ils le vendent 1 franc. Ils ont des abonnés, un caissier, un compte de chèque postal. Ils sont vraiment dans la vie. C'est aujourd'hui l'heure de la causerie. L'enfant a préparé tout son matériel lui-même. Ce matin, à l'affiche, une conférence sur Albert et le Lambaréné. Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg. Kaysersberg est en France, en Haute-Alsace, entre Strasbourg et Bâle. Albert Schweitzer avait un père qui était pasteur et une mère qui tenait le ménage. Un jour, un homme noir vint auprès de lui et lui dit que toute sa famille était malade. Albert se dépêcha et alla vite auprès de sa famille. Un des fils était atteint du pion. Voilà la maladie du pion. Elle est affreuse à voir. Voilà un enfant atteint du pion. C'est affreux à voir. Oui. Le pion est une espèce d'impétigo qui nous fait très mal, des taches, des verrues et des taches, surtout des taches. C'est une espèce d'impétigo. Un autre fils était atteint des ulcères. Des ulcères, ce sont des plaies qui sont infectées. Voici Albert Schweitzer qui guérit un homme atteint des ulcères. Un autre fils était atteint du paludisme. Le paludisme est très grave aussi comme maladie. C'est un moustique qui l'amène, qui nous pique et qui nous fait rétrécir le foie, le corps se déchiquette, mais par contre le volume du ventre augmente. Vous voyez ici un enfant atteint du pion. Du paludisme, pardon. Albert, peu à peu, connaît tout le village. Il va très souvent soigner des gens des villages voisins. Martine. Ça, tu le verras après, c'est pas fini. Albert connaît maintenant presque tous les villages voisins et les coins aussi. Il connaît les coins, il va des fois pique-niquer. Le soir, le personnel de l'hôpital est très fatigué. C'est alors qu'Albert joue de l'orgue. Vous allez tous me demander pourquoi il joue de l'orgue. Eh bien, c'est parce qu'il a eu un don extraordinaire. Il a le don de l'orgue. On retrouve des mélodies qu'il peut ressentir, qui font des sentiments très douloureux. C'est alors qu'il joue de l'orgue pour le personnel, pour le délasser après une longue journée. En une journée, ils reçoivent à peu près 20 à 25 personnes à soigner. Ce travail est très pénible. Musique.
Apprendre, c'est réinventer, a dit un grand pédagogue. Réinventer se fait en petits groupes, un atelier de 4 ou 5 avec un responsable le plus fort. Les enfants apprennent non par la leçon du maître qui enseigne, mais par l'expérience qu'il leur prépare. Le rôle du maître est tout nouveau. Il a mis au point les rouages du travail, il organise les recherches, il s'adapte à la psychologie de l'enfant, il le conduit à apprendre en enseignant lui-même, il fait celui qui ne sait pas et n'intervient que si on le lui demande, si on en a besoin. La recherche ici, c'est de cultiver les facultés créatrices. La vie moderne a besoin de créateurs. Les passifs, ceux qui ne font que consommer la culture, sans profit pour eux et pour les autres, sont inutiles. L'adage principal, comprendre, c'est savoir-faire. La classe est donc faite de plusieurs groupes. Ce n'est pas l'effet du hasard, les enfants eux-mêmes l'ont demandé. Ils se réunissent selon leurs intérêts et leurs affinités. Cette organisation du travail leur est naturelle, on la retrouve dans tous leurs jeux. Elle est nécessaire aussi à la construction de la pensée. Elle conduit à la confrontation, à la coordination des points de vue, à l'effacement des contradictions. Elle apprend, et c'est difficile, à se mettre à la place d'un autre. Il faut aussi oser s'exprimer, savoir dire vraiment ce que l'on pense. C'est la vraie démocratie déjà sur les bancs de l'école. Il faut prendre le risque et le goût des responsabilités. Les enfants disent donc ce qu'ils pensent et ils le signent. Ils émettent des vœux, ils les discutent, ils apprennent ce que c'est qu'un vote, comment on peut être responsable de son sort et du sort de tous, ils apprennent la liberté. Alors ? Le programme est tenu, mais il s'ouvre, il s'élargit en même temps sur la vie et le monde. La Dour, le chasseron, le chasseral, le jora, le nappe, le rigui, le molaison, le pilate, le montrose, le cervin, Eiger, Hunch, Jungfrau, La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan. L'histoire pièce en main. Une fillette étudie le château de Chillon. Elle prépare une monographie qu'elle présentera aux autres sur le château, sa construction, son histoire. Elle sait déjà, par l'exemple des autres, noter, classer, cataloguer ses idées et ses connaissances pour ensuite les exprimer logiquement et clairement. Comprendre, c'est savoir-faire. Une expérience, ça se prépare. Pour qu'elle aboutisse, il faut la connaître dans le détail. Il faut émettre ensemble des hypothèses, réfuter celles qui paraissent fausses, les vérifier, accepter le verdict indiscutable de l'expérience manquée ou réussie. Ils ne feront rien d'autre plus tard dans leur vie d'adulte. L'étude, à travers le microscope, favorise l'esprit d'analyse et les sciences naturelles développent chez chacun le sens de la causalité. Un garçon, une fille. La présence de l'étranger, cet enfant espagnol doit en plus apprendre la langue française. Il le peut grâce au cours qui lui fait associer l'image, le mot écrit et le mot entendu. En 3 mois, celui-ci a su parler sans déranger le travail des autres. C'est bien connu, les enfants ont en eux les ressources des poètes et des artistes. Ils aiment à créer selon ce qu'ils ressentent. Leur connaissance de l'art doit révéler leur goût de la vie. Ils dessinent, sans modèle, les mondes intérieurs de leurs rêves et de leurs fantaisies. Ils saisissent un moment de la vie et expriment librement leur joie, leurs sentiments, à travers les formes et les couleurs. L'histoire, les sciences, le calcul, la géométrie, toutes les leçons du programme sont mises au point par les enfants eux-mêmes. Ils ont préparé leurs dessins, d'autres ont fait des recherches. Ce n'est pas le travail d'un seul ou de quelques-uns, c'est le travail de tous. L'éducation par le travail. Du Guesclin est né à Moudbrunn vers 1320. Son père était un assez riche seigneur dans ce coin qui se trouve en Bretagne. Plus tard, vers 25 ans, toujours en Bretagne, il commence ses premiers exploits. Nous le voyons ici dans la forêt de Brocéliande, c'est-à-dire qu'il se battait contre les Anglais. Il y eut là la bataille de Cocherel
et de Dauvoget, qui l'a gagné tous les deux. Plus tard, du Guesclin part en Normandie. Là-bas, il se distinguera et recevra 2 titres. L'un, la lieutenant général de Normandie, et l'autre, il deviendra capitaine de Pont-Orson. Plus tard, vers 1365, il s'illustrera dans des batailles en Castille. Le voilà en Castille. En 1380, à Châteauneuf-de-Randon, il mourra à la suite d'une fièvre très violente. On devra l'enterrer de nuit à la chapelle Saint-Denis. Justement, à cette chapelle Saint-Denis, tous les rois de France y sont enterrés. Voilà, j'ai terminé. Bon, eh bien c'est très bien. Avez-vous des questions à lui poser? Il est mort à 79 ans, donc. Non, il est né en 1320, puis il est mort en 1380, il a peut-être 60 ans. Où est Rennes, c'est en Bretagne. Bretagne. Je crois Je crois que c'est la capitale de la Bretagne. Oui, Il y a encore des questions? oui, allez poser des questions, allez-y. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce dessin des couchers? Ah, ça c'est un gisant à la cathédrale Saint-Denis sur son tombeau. Mon sujet était de trouver la surface de ce parallélogramme. Alors, en premier, j'ai mis par-dessus un rectangle. Voilà. Bon, peux-tu te retirer de côté pour que tes camarades voient bien? Vous voyez ce qu'elle a fait? Bien, continue maintenant. Ensuite, je place 2 clous ici et là pour former des carrés. Je mets l'élastique. Allez, double là, redouble là. Voilà. Et puis je remarque que ça c'est la moitié donc du carré. Alors en premier je vais calculer la surface de ce petit carré. Bien, comment fais-tu? Là je vois 3 carrés et là 3, alors 3 fois 3 ça fait 9. Bon, tu as déjà 9 à cet endroit-là. Ici j'ai aussi 3 fois 3 ça fait 9, mais il faut que je prenne la moitié parce que mon parallélogramme s'arrête ici. Bien. Alors la moitié de 9 c'est 4,5. Bon, Et ici la même chose, 4,5 ça nous fait 9. Et comme là on a 9 de surface dans ce petit carré, ça fait 18 18. de surface pour Bon, le c'était difficile à trouver ça? Non, peut-être. Non? Elles ont des yeux très puissants qui peuvent faire voir des tas de choses. Bon, Elle a 3 paires de pattes. je t'arrête. On te pose des questions au fond de la classe. Voulez-vous? Vas-y. Est-elle sensible aux odeurs? Non, principalement pas. Ça dépend de lui. Bien. Combien de temps vit-elle dans l'eau? 4-5 ans. Est-ce qu'elle a toujours son masque quand elle Oui, vole? elle l'a toujours, elle attrape avec des centaines de moustiques par jour. Bon, voilà, m'expliquer ce que tu appelles le masque. Le masque, c'est quelque chose qu'il y a là-dessous. Là, c'est le dessus, c'est le dessous. C'est un appareil qui broie. Il est comme ça. Tu veux vite me le dessiner ici, oui, parce que je comprends pas très bien, vas-y. On prend comme ça. Et ça s'ouvre ici. Ça s'ouvre, bien. D'une sorte de bouche alors. Oui, c'est une sorte de bouche qui est dessous. Ah. Elle attrape la queue avec, elle le coince, puis pendant ce temps, elle le broie. Alors, elle mange en somme par-dessous la tête. Non, alors ici, c'est simplement pas, elle le tient par-dessus. Ah, c'est pour tenir ça. Bien, il me semble qu'on te pose d'autres questions. Combien de temps vit-elle hors de l'eau? 400 ans. Aussi un libellule minuscule. Un œuf de libellule. Peux-tu le faire un petit peu plus gros? Dessine-le un peu plus gros, que tout le monde voit la forme. Bien. Ça dépend parce qu'elle peut être arrondie, ça dépend sur quoi elle est. Oui, dis-moi, t'en as déjà vu des œufs de libellule? Ben, oui, mais ça se voit pas beaucoup. On voit des petits trucs, on sait pas ce que c'est, mais quelle est la principale nourriture de la libellule?
des petits poissons, des têtards, beaucoup de têtards. Il y en a même ici, je ne sais pas si c'est non. Et Vous amenez ton bocal, mais oui, montre-nous sérieusement. Voici un tétard qui n'a plus de pattes. Peux-tu tourner ton bocal parce qu'il y a quelque chose qui me cache, voilà, quand je vois, vas-y. Alors, il lui manque une patte de devant, on voit un gros trou. Des fois même, les libellules, elles mangent tellement dedans qu'elles n'ont presque plus rien et les tétards vivent toujours un petit moment, ce qui fait horrible. Je t'arrête. Les larves de libellules ont un surnom. Quel est leur surnom? Le requin d'eau douce. Le requin d'eau douce. Cette intégration de l'école dans la vie, qui pour nous est nouvelle, est le fruit de longues recherches. La Suisse a dans le monde la réputation d'aimer la pédagogie. Elle a aussi l'inspirateur de la pédagogie moderne, le professeur Jean Piaget, qui est docteur honoris causa de 14 universités dans le monde. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de ce reportage. Quand il y en a une qui va chasser dans plein de... Une des choses qui m'ont le plus vivement intéressé est de constater les expériences de sciences, de physique en particulier, que font ces écoliers, que font spontanément ces écoliers. Il y a des années que je suis convaincu que dans le développement de l'enfant, il y a un développement spontané, il se crée des possibilités, des capacités d'expérimentation qu'en général l'école n'exploite pas. L'école montre bien des phénomènes scientifiques, des phénomènes physiques aux enfants, mais en général on les montre, c'est pas eux qui les découvrent par des expériences proprement dites. Tandis que là on voit l'enfant qui se pose des problèmes, qui cherche, qui trouve les méthodes pour répondre aux problèmes qui se posent. Il y a là une éducation de l'esprit expérimental et de l'esprit scientifique au sens le plus actuel qui me paraît remarquable et à encourager. Un second point qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est de voir ces enfants qui font des conférences, qui exposent le résultat de leur recherche. Et ça, je le trouve admirable. D'habitude, l'enfant écoute, on lui parle, et la vraie méthode pour apprendre quelque chose, les professeurs en savent le savent les premiers, c'est de parler et de ne pas écouter. Eh bien, en apprenant à parler, ils apprennent à penser, à condenser le résultat de leur recherche. C'est vraiment un point à souligner et à encourager très vivement. Le troisième point qui m'a frappé également, c'est la formation des groupes. Ces enfants travaillent ou bien isolément ou bien par groupe, et groupes qui se sont formés spontanément, quelquefois par intérêt pour un même problème, d'autres fois par défaut de matériel suffisant, il fallait se mettre ensemble sur le même matériel. Et là, de nouveau, j'aimerais souligner l'intérêt de cette méthode. Les pédagogues ont défendu tour à tour les qualités du travail individuel et individualisé, ou bien les qualités du travail par groupe. Ben, les deux sont nécessaires, c'est pas du tout une alternative. Et dans ce film, on voit très bien le passage spontané du travail individuel au travail collectif, et réciproquement, et ça aussi est à souligner. Je sais, professeur, pardonnez-moi cette question, que bien vos travaux vont dans le même sens que ce que nous venons de montrer. Est-ce qu'il y a des points plus particuliers qui me permettent de vous demander où vous êtes-vous reconnu dans tout ce que vous avez déjà apporté à la science de l'éducation? Oh, ben, vous savez, je me suis reconnu, il faut être modeste, je ne sais pas si il y a une influence, mais il y a convergence en tout cas, et je vois la convergence très nette sur les 3 points que j'ai indiqués. En étudiant avec Bärbel Inelder le passage de la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent, nous avons spécialement étudié la manière dont l'enfant aux différents âges découvre des lois élémentaires de la physique par expérimentation et par induction. Et ça, j'ai été enchanté de trouver dans le film de M. Lignet une réalisation de ce que nous avions rêvé sur ce terrain précis. Vous qui connaissez bien tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation, dans le monde international, faites-vous un rapprochement entre ce que nous avons vu là et des expériences à l'étranger? Ah ben, si vous voulez, de nouveau sur le terrain de l'expérimentation physique, aux États-Unis, depuis quelques années, les pédagogues et les responsables de l'éducation sont très préoccupés d'un renouveau d'éducation de l'esprit expérimental et d'éducation scientifique.
le Spoutnik est certainement pour quelque chose. Et alors on voit aux États-Unis des physiciens préoccupés par ce problème de l'enseignement des sciences, quittant leur laboratoire pour faire une année de pédagogie, pour entrer dans les classes et trouver des méthodes qui permettent à l'enfant de développer ses aptitudes à l'expérimentation. Et ce que j'ai vu par exemple en Californie, à Berkeley, avec les recherches du physicien Karplus, dans des classes des mêmes âges que ce que j'ai vu dans ce film, ou même plus jeunes, de 7 à 12 ans, ben là il y a une convergence très nette. J'aimerais que vous me demandiez, ce sera ma dernière question, professeur, j'aimerais que vous me disiez si vous voyez quelques difficultés à l'application de cette méthode. Ah, la difficulté, c'est qu'il faut bien connaître la psychologie de l'enfant. Il faut être informé. Il faut une formation universitaire, ce que nous cherchons à réaliser à Genève depuis des années. Mais plus la formation psychologique est poussée, et plus le maître qui désire innover en tenant compte des capacités de ses élèves, plus ce maître aura d'idées dans l'utilisation de réactions spontanées dont la signification pourrait échapper à ceux qui n'ont pas de préparation psychologique. Tandis qu'une préparation psychologique, c'est pas pour dire qu'on peut déduire de la psychologie une pédagogie, loin de là. Le maître a inventé lui-même ses procédés, mais il sera d'autant plus créateur qu'il est mieux renseigné sur les lois du développement de l'enfant.